Arrêtez ceci maintenant pour ne pas perdre votre troisième œil. Imaginez un voile si discret qu'on ne le remarque qu'après l'avoir traversé. D'un coup, certains sons perdent leur écho, certaines lueurs s'estompent, et cette petite intuition qui vous avertissait de l'imprévu devient muette. C'est de cette invisibilité-là que je veux parler, pas d'un trait de sorcellerie hollywoodienne, mais d'une lente affaiblissement de la sensibilité perceptive qui se manifeste par des habitudes banales et des pratiques mal cadrées. Arrêtez ceci maintenant. Voici pourquoi continuer pourrait vous coûter ce que beaucoup appellent, avec prudence et controverse, le troisième œil. Pour situer ce que je vais dire, commençons par reconnaître la source de certaines images que nous utilisons. Selon certains textes gnostiques découverts dans les manuscrits de Nag Hammadi et dans ce que l'on appelle l'Évangile de Marie-Madeleine, textes apocryphes, non canoniques et souvent sujets à débat, il existe des récits où des êtres invisibles, nommés archontes, interagissent avec les humains en exploitant nos états émotionnels. Je ne prétends pas faire de ces écrits une autorité canonique, leur statut est apocryphe et controversé. Je signale simplement que dans ces traditions, on trouve une vision cohérente d'une lutte pour la perception. Prendre ce cadre comme une métaphore opérationnelle aide à comprendre un mécanisme concret, comment des filtres perceptifs, neurologiques et comportementaux réduisent notre capacité à remarquer ce qui est autour de nous. Si vous voulez recevoir d'autres avertissements essentiels sur ce sujet, abonnez-vous maintenant. Le problème central est double. D'un côté, il y a l'idée, contestée mais persistante, d'une présence ou d'une influence qui profite de notre invisibilité, des éléments qui se nourrissent de panique, d'indifférence et d'hyperconcentration. De l'autre, il y a nos propres habitudes. Nous fabriquons des prisons perceptives en entraînant nos yeux et notre cerveau à focaliser, à ignorer, à anesthésier. Les deux phénomènes se renforcent. Ce n'est pas forcément une punition spectaculaire, c'est souvent un lent émoussement. Vous perdez des nuances, des avertissements subtils, la capacité à lire un espace avant d'y être pris. C'est là que le risque de perdre votre troisième œil devient tangible, non pas comme un sort, mais comme une conséquence de comportements répétés. Parlons d'abord de la mécanique, simplement et sans jargon inutile. L'œil physique capte une portion du spectre électromagnétique et envoie une avalanche d'informations au cerveau. Ce dernier ne peut tout traiter, il filtre. La vision centrale, ce sur quoi vous fixez votre regard, obtient tout le poids de l'attention. La vision périphérique, elle, détecte les changements, les mouvements, les textures subtiles. Elle est un radar silencieux. Quand vous apprenez à écraser ce radar par des habitudes, regarder un écran pendant des heures en focalisant uniquement sur un point, chercher constamment un effet fort au détriment de la nuance, pratiquer des rituels sensoriels agressifs sans guidance, vous dites au cerveau « tout ce qui n'est pas ici n'a pas d'importance » et il obéit. Le filtre s'épaissit, la marge d'alerte fond. Les récits gnostiques emploient des figures, archontes, démiurges, pour donner une forme à ce qui peut aussi se comprendre comme une dynamique psychophysiologique, invisibilité et prédation sur l'attention. Ceux qui, dans ces traditions, parlent de vision modifiée, décrivent l'environnement où la périphérie devient porteuse d'informations, une vibration, une teinte, une présence. Marie-Madeleine, dans les récits apocryphes, est citée par certains comme témoin d'une révélation intérieure, d'une capacité à traverser des états et à voir des royaumes autrement voilés. Je le répète, il s'agit d'interprétations issues de textes apocryphes, et leur historicité est indéfinie. Pourtant, leur valeur symbolique nous permet d'illustrer un point contemporain. La perception s'entretient ou se perd, selon notre rapport à elle. La question pratique est donc, que faut-il arrêter immédiatement pour ne pas affaiblir cette sensibilité ? Voici les comportements, exprimés avec prudence, qui constituent des facteurs d'usure perceptive. D'abord, la concentration agressive et prolongée sur une seule cible visuelle sans pause régulière. Forcer le regard, scruter sans relâche, maintenir une tension oculaire élevée pendant de longues périodes, cela entraîne le cerveau à réduire la portée d'attention. Ensuite, les pratiques spirituelles isolées, intensives et non encadrées, qui promettent d'ouvrir sans cadre ni supervision. De nombreuses personnes témoignent d'expériences puissantes, mais sans guidance, elles risquent d'engendrer un déséquilibre. La sensibilité bascule soit vers une hyperréactivité chaotique, soit vers une fermeture défensive. Troisième point, la surconsommation de contenu médiatique qui stimule en boucle peur et colère. L'émotion répétée, surtout la peur, alimente des systèmes de réaction rapide qui favorisent des états de fuite ou de fixation, rendant la perception périphérique moins disponible. Quatrièmement, négligez systématiquement les signaux périphériques dans l'environnement. Ignorer ce qui bouge en dehors de votre champ focal finit par entraîner leur extinction comportementale. Enfin, une fois aveugle dans l'expérience subjective, sans culture critique ni triangulation, permet aux biais et aux hallucinations d'occuper la place que tenait autrefois la nuance. Ce sont des facteurs comportementaux, pas des condamnations morales. On peut reprendre conscience à tout moment, mais il faut d'abord arrêter. Il est indispensable de clarifier ce que je n'offre pas ici. Je ne propose pas de méthode magique pour ouvrir le troisième œil, ni de recette garantissant une illumination. Promettre cela serait irresponsable.
Je n'encourage pas non plus des pratiques rituelles dangereuses, l'usage de substances, ni des exercices intensifs non guidés. Beaucoup de rapports sur la vision élargie sont anecdotiques, contextuels, parfois symboliques. Leur interprétation varie selon les traditions et les individus. Là où le discours gnostique accuse des entités particulières, les archontes, d'une volonté consciente, la science parle plutôt de processus cérébraux et d'habitudes attentionnelles. Les deux niveaux de discours peuvent coexister comme cadres explicatifs complémentaires, mais il faut les distinguer et garder la prudence épistémologique. Les affirmations fortes sur des agents invisibles relèvent souvent du mythe, de la métaphore ou de l'expérience subjective non vérifiée, et leur statut doctrinel est contesté. Pour mieux saisir l'effet concret, imaginez deux personnes dans un même espace. L'une a affûté sa vision périphérique, l'autre l'a anesthésiée par des routines de focalisation. Une porte qui grince, une posture changeante dans un coin de la pièce, une tension subtile dans la voix. La première personne reçoit un avertissement intérieur, la seconde ne remarque rien avant que la chose n'explose en événement. Dans certains récits gnostiques, cette différence est ce qui sépare l'éveillé du captif, un cas littéral d'aptitude à percevoir des forces invisibles. Dans une lecture contemporaine, c'est la différence entre une attention distribuée et une attention rapétissée. Ce contraste social et émotionnel a des conséquences. Être moins perceptif ne vous rend pas seulement moins mystique, il vous rend plus vulnérable dans la vie quotidienne, affective et professionnelle. Vous êtes plus sujet aux manipulations émotionnelles, aux décisions prises sous pression, aux erreurs d'évaluation. Dans la sphère domestique, les effets sont visibles et souvent subtils. Ne pas remarquer une fatigue conjugale, ignorer des signaux comportementaux chez un enfant, passer à côté d'une altération du ton d'une voix avant qu'un conflit n'ait lieu. En public, la référence est différente, une foule qui devient hostile, un mouvement d'humeur collective, une situation qui dégénère. La perception périphérique et la capacité à détecter des microsignaux servent de mécanismes d'alerte. Quand vous alimentez vos peurs à travers des médias anxiogènes et que vous pratiquez des routines de fixation, vous réduisez votre marge de sécurité. Paradoxalement, chercher à tout voir en forçant votre regard peut produire l'aveuglante omission de ce qui est important. C'est d'une des grandes ironies de la modernité attentionnelle. La surstimulation visuelle et émotionnelle crée une forme d'amputation perceptive. Que faire alors, si l'on ne doit pas se lancer dans des expérimentations risquées ? Voici des principes sûrs et concrets pour protéger votre sensibilité, formulés sans protocole occultiste ni promesses miraculeuses. Premièrement, ralentir l'habitude de fixer. Insérez des pauses où vous rouvrirez votre champ visuel, non comme un exercice mystique, mais comme un repos physiologique nécessaire. Deuxièmement, recherchez l'accompagnement compétent. Si vous explorez des pratiques de conscience, faites-le avec des guides expérimentés, dans des cadres reconnus et avec un suivi psychologique si nécessaire. Troisièmement, cultivez la littératie émotionnelle. Apprendre à nommer, différencier et réguler vos émotions réduit la nourriture disponible pour les dynamiques prédatrices d'attention. Quatrièmement, limitez l'exposition répétée aux médias qui entretiennent des pics émotionnels artificiels. Cinquièmement, pratiquez l'observation critique. Notez vos expériences, confrontez vos récits à d'autres, gardez une posture d'humilité épistémique. Ces principes ne garantissent rien, mais ils rétablissent des conditions d'accueil et de discernement. Ils inversent la logique qui affaiblit. Permettez-moi d'illustrer par une image. Considérez votre perception comme une fenêtre. Si vous placez un projecteur en permanence face à la vitre, vous verrez un trou de lumière au lieu du paysage. Si vous peignez la vitre, la qualité de la vision change définitivement. Certains gestes modernes ressemblent à peindre la vitre par petites couches. Heures d'écran, consommation émotionnelle répétée, pratiques isolées non vérifiées. D'autres gestes protègent la vitre. Pause, respiration, dialogue, mentorat. Dans certaines traditions gnostiques, on parle d'initiés qui apprennent à traverser des zones sans être avalés. Dans un langage contemporain et pragmatique, on parle d'apprendre à conserver sa capacité de détecter l'altérité et l'altération. Là encore, nuançons. Les récits d'initiés sont puissants, mais historiquement et doctrinalement indéfinis. Il est également utile d'examiner l'expérience collective. Dans des lieux à haute densité émotionnelle, manifestations, cérémonies, lieux de panique, les dynamiques d'attention changent en masse. Les archontes, au sens mythique, tireraient avantage de ces zones. Dans une lecture psychologique, ce sont les mécanismes sociaux et cognitifs qui prennent le relais. Contagion émotionnelle, préférence attentionnelle partagée, renforcement de boucles de peur. Votre responsabilité individuelle ne s'efface pas pour autant. En pratiquant une vigilance discrète, vous devenez un point de stabilité, une présence moins consumable par les dynamiques hystérisantes. C'est là l'empowerment par la conscience. Voir ne consiste pas seulement à accumuler visions spectaculaires, mais à conserver la capacité de discernement. Je veux aussi mettre une alerte doctrinale claire. La notion d'un demi-urge malveillant, des archontes qui gouvernent l'humanité et d'un secret transmis par Jésus à Marie-Madeleine repose sur des lectures gnostiques très spécifiques. Ces interprétations divergent fortement des traditions chrétiennes majoritaires et sont l'objet d'importants débats académiques et théologiques. Dire que Jésus a officiellement enseigné ceci serait faux et trompeur. Dire que des personnes, à différents moments, ont rapporté expériences et récits en lien avec ces figures est correct, mais leur portée est indéfinie et controversée.
J'insiste, gardez la distance critique et ne transformez pas une carte mythique en carte factuelle sans preuve. Face à cette complexité, la posture la plus responsable est la vigilance prudente. Cela signifie 3 choses concrètes. Arrêtez d'alimenter ce qui vous affaiblit, cherchez des cadres sûrs pour explorer et cultivez la communauté du discernement. Arrêter d'alimenter, c'est par exemple réduire une consommation médiatique qui fabrique des émotions artificielles et rompt la nuance. Chercher un cadre sûr, c'est vérifier les antécédents et la formation de qui vous guide. Cultiver la communauté signifie partager vos doutes, vos notes et vos observations avec d'autres pour éviter la spirale de l'isolement expérientiel. Cette dernière remarque tient à cœur. Beaucoup d'erreurs viennent de démarches solitaires, où l'on confond l'étrange avec le vérifié. Il reste une question. Et si vous avez déjà l'impression d'avoir perdu quelque chose ? Premièrement, évitez la panique et l'autodiagnostic dramatique. La perte perçue est souvent réversible à travers des changements comportementaux durables et une rééducation attentionnelle progressive. Deuxièmement, faites appel à des professionnels lorsque l'expérience bouleverse votre vie quotidienne. Thérapeutes, praticiens de pleine conscience reconnus, médecins si des symptômes somatiques apparaissent. Troisièmement, tenez un journal d'observation. Noter les changements, les contextes et les émotions permet d'objectiver ce qui autrement devient récit fluctuant. Ces démarches ne promettent pas de réouverture magique, mais elles recréent des conditions où la sensibilité peut se déployer de manière saine. Je veux conclure avec une image d'empowerment, parce que l'alerte ne doit pas s'achever en peur. Protéger votre troisième œil, si l'on accepte ce langage symbolique, c'est d'abord choisir la responsabilité. Vous refusez de rendre votre attention une monnaie d'échange pour des dynamiques qui l'usent. Vous refusez de laisser des habitudes anodines renier votre capacité à percevoir. Vous choisissez la prudence plutôt que la croyance naïve, le dialogue plutôt que l'isolement, la lenteur plutôt que l'urgence permanente. Dans de nombreuses traditions, la vraie force ne vient pas d'un acte spectaculaire, mais d'une discipline quotidienne discrète. C'est la même chose ici, un choix de posture. Avant de finir, rappelez-vous des limites que j'ai posées. Beaucoup des récits que j'ai évoqués sont apocryphes, anecdotiques ou controversés. Les figures comme le demi-urge ou les archontes appartiennent à des systèmes symboliques riches, mais discutés. Aucun passage ici ne doit être pris comme une prescription rituelle, une garantie de résultat, ni comme une invitation à des pratiques dangereuses. La prudence est le maître mot. Si vous avez entendu quelque chose qui résonne, si vous reconnaissez une habitude que vous êtes prêt à arrêter, faites un geste simple maintenant. Engagez-vous à observer. Et si vous êtes prêt à témoigner, ou si cette mise en garde a provoqué une prise de conscience, dites « Je suis vigilant » dans les commentaires. Partagez une expérience brève ou un engagement concret. Votre parole peut aider d'autres à ne pas perdre ce qu'ils n'avaient pas encore réalisé qu'ils tenaient. Enfin, souvenez-vous, protéger la perception n'est pas un signe d'isolement mystique, c'est un acte d'autodéfense attentionnelle et relationnelle. En arrêtant les comportements décrits et en cultivant une posture de vigilance renseignée et accompagnée, vous réduisez le risque de vous retrouver dépouillé de ce qui vous permettait de lire le monde avec finesse. La décision est à la fois simple et exigeante. Arrêtez maintenant ce qui vous affaiblit, choisissez la prudence et engagez-vous à apprendre avec des guides fiables.